Une question a surgi tel un éclair du plus profond de moi. Quels moments de ta vie t'ont laissé un souvenir inoubliable? Fussent-ils liés à de petites choses ou à des grandes? 3 à 5 moments de ta vie qui seraient pour toi des trésors. Tout petit déjà, j'étais attiré par l'eau. Ses profondeurs étaient pour moi source d'allégresse. Je ne me doutais pas, à l'époque, que les méandres de la vie me ramèneraient à cette matrice fondamentale, à travers la découverte sans doute la plus étrange, la plus porteuse d'espoir et la plus révolutionnaire qu'il pouvait m'être donné de faire. Un voyage personnel, mais aussi une recherche bien au-delà de mes propres limites. J'ai eu des problèmes cardiaques, j'ai tout laissé tomber, les statines, les médicaments pour l'arythmie cardiaque, le carvedilol, j'ai tout arrêté. Je prends de l'eau de mer et je n'ai aucun problème. Je fais de l'exercice. J'ai pris un peu d'eau de mer à l'état pur, prélevée dans la Méditerranée, et j'ai commencé à m'en appliquer dans les yeux. Jamais plus ma conjonctivite n'est revenue. Les patients diabétiques arrêtent leur traitement, y compris l'insuline. Au bout d'1 an de prise d'eau de mer, la doctoresse m'a arrêté tous les médicaments, me laissant juste l'eau de mer. Ils guérissent parfaitement sans médicaments. Je me sens bien, heureuse et pleine d'énergie. L'eau de mer est une bénédiction. Jamais je ne prescris d'antibiotiques pour la diarrhée. Seulement de l'eau de mer et le patient guérit. Je me suis mise à l'eau de mer. Les saignements se sont arrêtés. J'ai eu une grossesse formidable. Les patients ne démarrent ni hémodialyse, processus qui engage à vie, ni dialyse péritonéale et n'ont plus besoin de greffe du rein. L'eau de mer, mystère et guérison. En 1952, un médecin français, Alain Bombard, s'est lancé dans une aventure impossible, la traversée de l'Atlantique en solitaire sur un radeau de 4,50 mètres. Sachant qu'il allait briser des paradigmes et des croyances médicales bien établies, il appela son radeau l'hérétique. Marqué par les nombreuses victimes de naufrages qu'il avait vues pendant et après la guerre, il voulut étudier de près la question de la survie en mer. Il s'embarqua sur l'hérétique, ne sachant comment s'achèverait son aventure. Lors de ce défi risqué, le problème majeur auquel il serait confronté, comme tout naufragé, était celui de l'eau potable.
Il est établi que 95% des naufragés meurent après avoir passé 3 jours sans boire. Tous les manuels de survie à travers le monde mentionnent clairement qu'il ne faut pas boire d'eau de mer. L'eau de mer n'est pas potable. Elle augmente la soif et accélère la déshydratation. L'idée commune est que cela provoque des hallucinations, voire la folie, et au final, la mort. Se volverá loco para finalmente morir. Autre question. Se peut-il qu'un être aussi populaire que l'est de nos jours Stephen Hawking tombe complètement dans l'oubli? Le cas René Quinton. En 1866 naquit en France un sujet nommé René Quinton. En pleine ère victorienne, où les personnes en vue dans l'univers des sciences sont Louis Pasteur et le grand physiologue Claude Bernard, Charles Darwin, né 50 ans auparavant, est lui aussi une figure centrale de ce siècle. Quinton avait des centres d'intérêt variés, ce qui en fit un autodidacte dans bien des domaines. Intrigué par les énigmes qui se présentaient à lui, d'un tempérament rigoureux, il passa un baccalauréat en sciences, rhétorique et philosophie. Sur le plan théorique, il émit une théorie de l'évolution qui fut aussi considérée que celle de Darwin. Et de fait, de son vivant, on l'appelait le Darwin français. Sa conception de l'évolution avait des répercussions importantes, au niveau des hypothèses, mais aussi sur le plan pratique. Le plus détonnant dans sa pensée était non seulement l'idée que la vie est apparue dans la mer, mais qu'étant donné l'origine marine de la cellule, tout organisme vivant, à mesure qu'il évolue, reproduit ce même milieu ambiant pour la cellule, si bien que par essence, le liquide extracellulaire et le sang des animaux correspond à ce milieu marin. Notre sang et notre matrice extracellulaire, ce qui entoure la cellule, sont donc, dit Quinton, de l'eau de mer. Leur seule différence, c'est leur concentration qui a changé au fil des ères. Il est possible, bien sûr, d'émettre une idée des plus... Mais tant qu'elle n'est pas prouvée, c'est juste une idée, voire pure fantaisie. Il lui fallait donc passer à l'étape suivante, l'expérimentation. Pour cela, il va rencontrer un des plus grands physiologues du moment, Étienne Jules Marais, qui, surpris et intrigué par la lecture de l'exposé que Quinton lui remet, l'invite à travailler avec lui dans son laboratoire. Débute une foule d'expérimentations où ils mettent en corrélation les températures corporelles, la chaîne de l'évolution, l'analyse d'organismes et la culture de micro-organismes. Chose étonnante, toutes les expérimentations confirment ces hypothèses. Est totalement convaincu que notre liquide interne, notre plasma et notre sang sont fondamentalement de l'eau de mer, mais à une concentration différente, il décide de se lancer dans une expérimentation. Expérimentation qui, lorsque j'en ai pris connaissance, m'a semblé impossible, ne serait-ce qu'à concevoir, et plus encore à réaliser. Si absurde que l'issue funeste en était prévisible. René Quinton dit qu'il va remplacer le sang d'un chien par de l'eau de mer. Il pense que dans les mers originelles, lorsque la vie est apparue, la concentration était bien plus faible.
est équivalente à celle de notre sang, de notre liquide extracellulaire, à savoir de 9 grammes par litre, alors que la concentration actuelle des océans est de 35 grammes par litre. Aujourd'hui, quand on dilue l'eau de mer dans l'eau normale, on la dit isotonique. L'eau de mer pure est dite hypertonique. Quinton a procédé de la même manière que le fait Jani, le médecin vétérinaire ici présent, en introduisant de l'eau de mer directement dans les veines. Mais avant cela, Quinton avait déjà procédé à une expérimentation fondamentale. Quinton avait observé des globules blancs incubés dans l'eau de mer. Ils ne mouraient pas, même par osmose, et leur génome ne subissait aucun dommage. Précisons que la fragilité des globules blancs est telle qu'ils ne survivent même pas dans le sérum destiné à l'être humain. D'un point de vue physiologique, l'eau de mer présente une grande similitude avec le plasma sanguin de l'organisme et des mammifères. Elle, c'est Rosa Quintanilla, médecin et professeure à l'Université autonome du Nicaragua, UNAN, où elle enseigne la physiologie. Elle nous accompagnera dans ce parcours entre l'eau de mer et les salles de cours. La cellule a besoin de se nourrir et de remplir toutes ses fonctions. C'est la matrice extracellulaire qui rend cela possible. Et c'est précisément là, dans la matrice extracellulaire, que l'eau de mer agit. C'est pourquoi elle agit à la base même de la santé, en contribuant à rétablir l'équilibre dont l'organisme a besoin. C'est une grande découverte de Quinton. Arrivé à ce stade de mon enquête, inutile de dire combien j'étais enthousiaste. Je pouvais y passer la nuit. J'ai lu plusieurs articles et visionné toutes les vidéos que je trouvais. Puis j'ai lu 3, presque 4 livres fondamentaux. Lorsque j'ai commencé à enseigner à l'université, j'ai particulièrement insisté sur l'étude de la physiologie. Ainsi, mon parcours académique ne me prédisposait-il pas à croire des balivernes. Mais je n'étais pas fermé pour autant. Et la nouveauté a toujours exercé sur moi une fascination. Quoi qu'il en fût, quand j'ai fini de lire cette expérimentation sur le chien, j'avais atteint la limite de ce que je pouvais croire. Il a extrait le sang de chiens moribonds et leur a transfusé de l'eau de mer. Et au réveil, ils étaient en forme. Ils n'en sont pas morts. Toutes ces expérimentations ont été reproduites. Celle des globules blancs a été reproduite lors d'une étude du docteur Wilmer Soler à la faculté de médecine d'Antioquia, Medellín, Colombie. Et celle avec les chiens l'a été à l'université de la Laguna Tenerife, île Canaries. Tant Quinton que l'université de la Laguna ont poussé certaines de leurs expérimentations à l'extrême. Les chiens vidés de leur sang en 4 minutes étaient aussitôt transfusés avec l'eau de mer. Ils en ressortaient en pleine forme, pas seulement pour quelques jours, mais pour des années. Un matin, à l'hôpital où il travaillait avec Jules Marais, on amène un homme moribond, atteint de typhoïde, à qui on ne donne que quelques heures à vivre. Considérant qu'il s'agit d'un cas désespéré, Quinton propose d'essayer sa nouvelle méthode. On lui injecte donc une grosse dose d'eau de mer, presque 1 litre, directement dans les veines. À la surprise générale, l'après-midi, le malade est assis sur son lit et le soir, il peut communiquer avec les autres. Il finit complètement guéri. Dès lors, sa méthode prit un essor considérable. Démarre une longue série de guérisons basées sur l'administration d'eau de mer, injectée dans le sang, sous sa forme isotonique.
Dans cette série de photos tirées du musée des dispensaires marins en France, on montre un petit extrait de ce qui se produisit. Il faut examiner chaque cas dans le détail pour pouvoir assimiler tout cela. G. Nourrisson de 40 jours, retard poids et taille de 55%. À droite, à 3 mois après 27 jours. Entérite, colériforme terminale, diarrhée liquide 10 fois par jour. 10 injections d'eau de mer, 500 cc par jour, puis dose. Droite, selle normale dès 7e jour, récupération totale. Gastro-entérite chronique avec apparition de syndrome choléiforme. Bas, 1 mois après l'arrêt du traitement, a pris 2,9 kg en 3 mois. Enfant avec atrepsie, retard de 40%, droite 2 mois plus tard, a pris 3,1 kg, hypotrophie passée de 60 à 97. Enfant de 4,5 mois, eczéma depuis 3 mois, aggravation continue, divers traitements sans résultat. À droite, après 9 mois d'administration d'eau de mer, guérison presque totale malgré l'inconstance des parents. Ultérieurement, guérison totale. Homme, 37 ans, eczéma lichénoïde, depuis 7 ans, amélioration passagère en hôpital. À droite, après moins d'1 mois d'administration d'eau de mer à faible dose du 9 mars au 2 avril. Femme, 50 ans, eczéma impétiginisé, suppuration, picotement. Homme, 24 novembre, en bas, 29 décembre, seul traitement, eau de mer. Psoriasis généralisée depuis 6 ans, aucun résultat stable avec les traitements antérieurs. Au bout de 10 mois de thérapie Quinton, guérison complète. Dyspepsie hypercholéridrique sévère, sans amélioration en hôpital, 5 ans d'amaigrissement, vomissement quotidien, diarrhée depuis 2 ans, poids 23 kg. Injection d'eau de mer. 2 mois après, a pris 10 kg, guérison complète. Les bienfaits de l'eau de mer se font connaître à travers le monde. En France, l'Académie des sciences déclare que personne depuis Darwin n'avait fait d'apport aussi substantiel à la biologie. C'est alors qu'éclate la Première Guerre mondiale et quelque chose d'important se produit. Certains soldats français reçoivent des transfusions d'eau de mer pour remplacer le sang perdu par les blessures. La Première Guerre mondiale se poursuit et l'humanité plonge dans une folie collective pour 5 longues années. À la fin de la guerre arrive quelque chose qu'il est quasi impossible de comprendre. Oui, la guerre est finie. Commence alors l'oubli de Quinton. Jusqu'à l'oubli total, y compris de sa thérapie par l'eau de mer. Que s'est-il donc passé? Comment est-ce possible? 100 ans plus tard. Managua, Nicaragua. Il ne peut y avoir une seule conception du monde, il en faut de nombreuses. Notre université est ouverte, c'est l'universalité, l'université de la connaissance. Il faut débattre, faire une critique de l'existant. En matière de santé, il y a des choses qui fonctionnent, mais sans tout résoudre. Il faut donc poursuivre la critique pour aller vers un mieux.
Nous sommes la plus grande université du Nicaragua, l'UNAN, UNAN. C'est parce que ce pays est devenu un pionnier en matière de santé, et ce, à bien des égards. En l'espace de 11 ans, son taux de mortalité infantile a baissé de 130 à 30, mais ceci n'est qu'un exemple. Quand j'ai découvert que la santé publique était vouée à prévenir le mal, à travailler sur les risques plus que sur la maladie, la prévention des maladies et des risques est devenue une priorité. Ce contexte, qui s'attache avant tout à maintenir, tant que faire se peut, la population en bonne santé, témoigne d'une réelle ouverture à de nouvelles façons de considérer l'humain et la maladie, ouverte aux médecines alternatives, traditionnelles et holistiques. Il ne s'agit pas de tout accepter sous prétexte que c'est naturel. Je me dois d'en étudier le comment, pour qui, par qui, les effets, les bénéfices. On ne peut pas dire oui à tout le monde. L'exemple le plus surprenant est sans nul doute celui de la consommation d'eau de mer. Après maintes études et expériences, l'université a décidé de proposer des séminaires et des cours sur ce sujet, tant aux médecins et au personnel de santé qu'aux patients. Le docteur Maria Teresa Hilary, qui s'est plongé dans l'étude de l'eau de mer et de ses effets avec d'autres médecins de cette université, a étudié, consommé, puis prescrit l'eau de mer. J'ai fait mes études de médecine générale à Barcelone, à l'Université autonome de Barcelone. À l'hôpital moderniste, la Santé Creu de Saint-Pau, c'est là que j'ai étudié la médecine générale. Sitôt fini, je suis venu au Nicaragua où j'ai pratiqué 10 ans la médecine interne. Et à l'occasion d'une grève des médecins, comme nous étions un peu lassés, je me suis mise à étudier l'homéopathie à l'Université polytechnique du Nicaragua. Et là, l'horizon s'est ouvert. J'ai pris conscience qu'il n'existait pas que la médecine officielle qui utilise les médicaments, mais qu'il y avait d'autres possibilités en matière de diagnostic et de thérapie. Concernant l'eau de mer, j'ai reçu l'information en 2003 par Laureano Dominguez. Il nous a amené toute l'œuvre de René Quinton, les photos des enfants avant et après leur traitement par l'eau de mer. C'était surprenant de voir comment se remettaient ces enfants qui étaient sur le point de mourir. Ils n'avaient plus que la peau et les os, et ensuite, ils se portaient bien. Cela nous a poussés à essayer cet élément naturel qu'est l'eau de mer, la plus naturelle de toutes les eaux. Nous sommes allés à la mer pour remplir des bidons. C'était une belle expérience. Nous avons commencé à en consommer, ensuite à démarrer la formation sur les dispensaires marins. Et de par ma fonction à l'université, j'ai pu mettre en place un dispensaire marin à la faculté de médecine. Ce fut un succès, car le personnel enseignant, le personnel administratif et les étudiants se sont mis à prendre de l'eau de mer. Et à partir de là, tout a démarré. Personnellement, j'en prenais aussi. On s'est vite mis à la prescrire. Au début, je demandais à mes patients de médecine interne de signer un consentement éclairé. Comme c'était nouveau ici, j'étais prudente. Je leur disais, voici l'information scientifique. Avec l'eau de mer, les gens guérissent. Cela aide dans tous les cas. Nous fournissons l'eau gratuitement. Si vous êtes d'accord avec ces informations, vous me signez un consentement. Au bout d'un peu plus de 400 consentements, ayant constaté les merveilleux effets curatifs de l'eau de mer, j'ai renoncé à leur demander de signer ce protocole légal. Se mettent en place des dispensaires marins où l'on distribue gratuitement de l'eau de mer à ceux qui en désirent. D'abord à Managua, la capitale, et de là dans différents secteurs du pays. Grâce à Dieu et à la clairvoyance des législateurs de ce pays,
la nouvelle médecine germanique et l'eau de mer furent officiellement adoptées. C'est le seul pays au monde qui intègre, dans le cadre d'une loi, ces deux thérapies, ou plutôt ces deux approches médicales. Sœur Julie, de la congrégation de sœurs de San José, par ailleurs professeure de chimie et de mathématiques, est responsable de la distribution de l'eau de mer au Nicaragua. D'abord, nous avons commencé nous-mêmes à en prendre et avons constaté ses effets. Puis nous l'avons déposé dans les cabinets, les centres de santé, plus de 140 au total. Ici, c'est le dépôt officiel d'où les bidons sont distribués aux centres de consultation. Mais beaucoup de gens viennent se la chercher. Une moitié est distribuée, l'autre moitié, ce sont les gens qui passent la prendre. Beaucoup de gens passent, parfois en voiture. Des médecins, des infirmières viennent en récupérer pour leur cabinet. Je considère que j'ai eu la chance d'avoir pu comprendre la partie scientifique du fait de mes connaissances en chimie. Tenez-vous bien, au début, il y a eu ici plusieurs congrès. Sont venus, voyons, comment s'appelle-t-il, Ángel Gracia, l'Espagnol, je crois qu'il travaille dans une université à Miami. Il est venu 2 ou 3 fois. Il a eu un échange scientifique avec les médecins, le ministre de la Santé et les universités. Entonces, fíjese, las glándulas sublinguales, las submaxilares y las parótidas. Mais du temps de Quinton, l'activité était probablement plus prolifique qu'elle ne l'est au Nicaragua. On ouvre de plus en plus de dispensaires marins, des centaines de malades s'y présentent et sont guéris, des récits bien documentés sont recensés partout, archivés dans des publications scientifiques de l'époque ou différents types de revues. Quinton bénéficie de l'appui des médecins qui ont travaillé avec la méthode marine. Mais le corps médical, de façon collective, manifeste son premier signe de rejet, objectant que la méthode marine a été créée hors du corps médical. Quinton, indifférent à ces commentaires, poursuit son activité. Et des dispensaires marins voient le jour en Italie, en Belgique, en Suisse, en Hollande et même en Algérie. Quinton est appelé en Égypte, où on le qualifie de héros car sa thérapie marine a vaincu l'épidémie de choléra qui à l'époque décimait la population infantile. De nombreuses publications mettent en avant le travail de Quinton. Les travaux de Pasteur, dit-on, proposent une conception de la maladie et ceux de Quinton, une conception de la santé. Compte tenu de ce succès, devenu une figure de premier plan, Quinton est invité à écrire un nouveau livre, afin que ses idées se répandent en politique et en sociologie, mais il s'y refuse. Il y a plus important que d'écrire des livres, soulager la douleur humaine, répond-il. Ce à quoi il consacrera toute son énergie, ouvrant davantage de dispensaires et soignant ceux qui souffrent. Cela se déroulait il y a un siècle, à l'âge d'or de la thérapie marine de René Quinton, dont on ne sait rien aujourd'hui. Curieusement, on n'en parle pas dans les facultés de médecine, pas même dans l'histoire de la médecine. Cet oubli est un mystère qui mérite d'être exploré. Nous voilà au Nicaragua, pays où jamais Quinton n'aurait imaginé que l'on devait redécouvrir et appliquer sa thérapie marine. Le Nicaragua est un pays débordant de vie, bordé de 2 océans, d'un côté l'Atlantique, de l'autre le Pacifique.
Ces eaux, tout comme sa végétation tropicale luxuriante, abritent une grande biodiversité. Son activité volcanique ne cesse de faire trembler la Terre. Cette énergie, si propre à cette Terre, semble avoir influencé le nombre croissant de professionnels qui se sont tournés vers le domaine de la santé. Le fait que l'eau de mer constitue une discipline étudiée à l'université n'a pas manqué d'attirer de nombreux étrangers, qui pour la plupart assistent aux cours et aux séminaires que propose l'Université du Nicaragua, UNAN, soucieuse de diffuser les recherches, les études et les expériences dans ce domaine. J'ai beaucoup lu, j'ai lu Ángel Gracia, l'espagnol, et de fil en aiguille, j'ai connu le docteur María Teresa Hilary, ici à Managua, à la clinique Santo Domingo, promotrice de l'eau de mer. Je me demande pourquoi un si gros abdomen. J'ai un frère vétérinaire en Hollande, il m'a dit « Chez toi, il y a des praticiens en nouvelle médecine germanique. Tu en as là ?» J'y suis allé. Le docteur Hilary m'a reçu et m'a parlé de l'eau de mer. Elle m'a conseillé d'essayer et je m'y suis mis. En voyant María Teresa en vidéo, je me suis dit « Cette femme, il faut que je la connaisse. » Je l'ai appelée pour lui demander un entretien. Elle m'a répondu « Il faut d'abord que tu suives la formation. » Avant d'en prendre, j'ai lu beaucoup de choses car je n'étais pas vraiment convaincu de ses propriétés reminéralisantes, curatives. Dans ces circonstances, plus les heures passent, plus la tentation de boire de l'eau de mer est grande. Mais qu'arrive-t-il quand elle est administrée de façon adéquate à des patients atteints de diverses affections, sévères ou pas? Le plus facile, c'est de la prendre sous sa forme isotonique, c'est-à-dire coupée à raison de 25% d'eau de mer pour 75% d'eau douce. En faisant cela, nous abaissons la concentration en sel de 36 grammes par litre à 9 grammes par litre, soit l'exacte concentration en sel de notre sérum sanguin. Je l'ai prise et j'ai fait un jeûne d'1 semaine. J'étais anxieuse à l'idée de ne pas pouvoir tenir juste avec l'eau de coco et l'eau de mer. C'était pour me détoxifier et perdre du poids, car on devait m'opérer. Et à la fin de la semaine, j'étais complètement apaisée, rassasiée, je ne pensais pas à manger. Bref, c'était merveilleux, et j'ai perdu du poids. Depuis que je prends de l'eau de mer, je n'ai plus le moindre problème gastrique, ni de mauvaise digestion. Je ne sais à quoi c'est dû, mais avant j'avais pas mal de problèmes gastriques et maintenant, plus rien. Je ne prends plus de compléments alimentaires, de cachets, de protecteurs de l'estomac, chose que je prenais avant. Je ne prends absolument rien. Chaque fois que j'allais aux toilettes, j'avais des saignements parfois abondants. Je ne parvenais pas à les arrêter. On m'a fait des examens qui ont montré des fissures du rectum, des hémorroïdes internes. On pouvait guérir tout cela moyennant cautérisation et un processus long. Alors j'ai commencé à prendre 500 cc par jour dans un mélange de 50% de jus de fruits et 50% d'eau de mer. Et j'ai constaté que j'urinais plus que d'habitude. Autre constat, c'est que j'avais un peu plus d'énergie. Mon énergie physique augmentait un peu. J'ai donc décidé d'augmenter la dose. J'ai commencé à prendre de l'eau de mer isotonique
pas hypertonique, mélangé à de l'eau douce filtrée. Et je me suis senti mieux. J'avais eu des problèmes cardiaques et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les statines, les médicaments pour l'arythmie cardiaque, le carvedilol. J'ai tout arrêté. Et je prends de l'eau de mer. Je n'ai plus aucun problème. Je fais de l'exercice, je mange normalement, j'ai une vie normale. D'abord, on m'a orienté vers un spécialiste expert en cicatrisation de cette zone. Le traitement devait démarrer avec des suppositoires, suivi d'une cautérisation qui devait durer 1 mois afin d'arrêter les saignements. Et avec les douches rectales d'eau de mer, le résultat a été si rapide qu'au bout d'1 semaine, plus de saignements. Je prenais de l'eau de mer tous les jours. Je me baignais et buvais beaucoup d'eau comme ça. Et rien de mal n'est arrivé. Je me sentais plus énergique. Je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, car elle contient tous les éléments du tableau périodique. C'est un changement de vie complet, holistique. L'eau de mer est extrêmement bienfaisante pour l'organisme à tout niveau, car elle est alcalinisante et fournit tous les électrolytes dont l'organisme a besoin, y compris des protéines, par le biais du phytoplancton. Au début de l'essor de l'eau de mer, nous avons réalisé une étude sur des enfants d'âge préscolaire. En la leur en faisant boire, en observant leur état nutritionnel, au Nicaragua, une étude a démontré la récupération nutritionnelle d'enfants ayant pris 1 demi-litre d'eau de mer par jour pendant 5 mois, durée de l'étude, dans une zone indigène du nord du pays, étude réalisée par l'infirmière Victoria vendredi. Cette étude minutieuse, menée par l'université, sous la responsabilité de Victoria Vandrel, disponible sur Internet, a reposé sur un grand nombre de données objectives. Voici sa conclusion. 1. L'eau de mer améliore l'état nutritionnel de l'enfant dans les 3 cas de figure. Malnutrition aiguë, chronique, globale. 2. La consommation régulière d'eau de mer améliore les performances cognitives de l'enfant. Nous avons vu que la raison d'une telle efficacité se trouve dans l'hypothèse de Quinton, qui dit que l'eau de mer correspond à notre milieu interne. La matrice extracellulaire, qui fournit à la cellule le milieu idéal pour son fonctionnement, facilite grandement la guérison lorsque survient la maladie. Pour l'asthme, la bronchite, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, on peut l'utiliser en nébulisation. En général, pas besoin de médicaments. Pour les ulcères de l'estomac, l'hélicobactère pylori, les cas de diarrhée, on peut faire des applications topiques partout en cas d'eczéma, d'urticaire, de dermatite, de psoriasis. Pour la diarrhée, je ne prescris pas d'antibiotiques, seulement de l'eau de mer et le patient guérit. Et les gens constipés résolvent définitivement leurs problèmes de constipation. Rappelons que la guérison, c'est l'organisme lui-même qui s'en charge. L'organisme se guérit tout seul. Il développe son programme biologique et l'eau de mer l'y aide. C'est une thérapie qui vient aider l'organisme à se guérir lui-même. On peut l'utiliser pour toutes les pathologies. Elle ne présente aucune contre-indication. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Peut-on trouver d'autres exemples concrets que ceux qui furent décrits du temps de Quinton? Qu'en est-il de la prise d'eau de mer chez des patients en chair et en os du XXIe siècle? Je prenais 12 cachets pour les différents maux dont je souffrais. J'ai rencontré le docteur Hilary et au bout de 2 mois de prise d'eau de mer, j'ai fait des examens pour le diabète.
Avant, j'avais une glycémie de 1,30 à 1,40. Et ces analyses, effectuées 2 mois après, ont donné 0,90. Alors je me suis dit, c'est merveilleux. En même temps que cette analyse, on m'a pris la tension et j'avais 10,7. Merveilleux. Un symptôme plus grave est apparu qui m'obligeait à porter des lunettes à double verre tant la lumière me faisait mal aux yeux. La majorité des patients ont accepté d'en prendre pour voir ce que ça faisait. J'ai eu des patients atteints de constipation, d'autres de distension abdominale. J'ai pris un peu d'eau de mer à l'état pur prélevée dans la Méditerranée et j'ai commencé à m'en appliquer dans les yeux. Je vous accompagnerai jusqu'au bout, mais on ne commence que si vous êtes confiant. Dans le cas contraire, ou si cela vous incommode, mieux vaut y renoncer. Dans ce cas, on suit la médecine conventionnelle et je peux vous prescrire autre chose. Je m'appliquais une goutte dans chaque œil 3 fois par jour et le résultat fut spectaculaire. Jamais plus ma conjonctivite n'est revenue. Et quand j'éprouve une gêne, comme ici à cause de l'air conditionné qui dessèche beaucoup, à nouveau, j'en applique une goutte dans les yeux, de l'eau de mer hypertonique, et tout va bien. Donc, j'ai eu de bonnes expériences avec les gens qui acceptent Au bout de 3 jours de naufrage, les naufragés, entourés d'une eau super nutritive comme l'est l'eau de mer, n'ont aucune raison de mourir en haute mer. Si ces naufragés se protègent du soleil pour éviter l'insolation, avec une planche de sauvetage, des débris du bateau, ils peuvent boire l'eau de mer par petites doses, en la gardant en bouche pour que la salive l'isotonise un peu. Par ailleurs, notre organisme, en produisant de l'énergie, des paquets d'ATP d'énergie, produit de l'eau. Lors des réactions métaboliques du corps, de l'eau est produite de façon naturelle. C'est pourquoi il nous faut uriner pour éliminer l'eau produite par nos réactions métaboliques, pour maintenir la vie des cellules et de nos organes. Donc cette eau dite métabolique se mêle elle aussi à l'eau ingérée par les naufragés, si bien que dans le corps, elle devient isotonique. Et il est démontré que les naufragés peuvent survivre au moins une semaine et sans doute plus. Est-ce vrai? Pourquoi donc nous rabâche-t-on que les naufragés ne doivent en aucun cas boire de l'eau de mer? Le nombre considérable de naufragés morts pour avoir suivi cette consigne mérite que l'on tente de répondre à cette question. À noter qu'il n'y a pas que le fameux cas du médecin Alain Bombard qui arriva à destination après 56 jours de traversée de l'Atlantique en radeau, en ne consommant que de l'eau de mer par petites doses. Il y a également le fameux naufrage du Caldas en Colombie, rapporté dans le détail par Gabriel García Márquez dans Récit d'un naufrage. Et régulièrement, nous avons vent de naufragés qui ont bu de l'eau de mer, ce qui leur a permis de survivre.
Mais pas que. Il y a eu en Espagne une expérimentation où toutes les variables médicales ont été parfaitement étudiées, à laquelle participèrent des scientifiques comme sujet d'étude, études publiées et diffusées auprès de la communauté médicale. Ces naufragés volontaires survécurent 7 jours en ne consommant que de l'eau prélevée dans la mer, non diluée, sans que ne survienne le moindre des problèmes évoqués par la médecine officielle. Cette étude et les publications qui s'y rapportent sont à la disposition de tous, y compris sur Internet. Et tout cela amène inévitablement à une autre question. Question de fond sans doute, mais question qui désormais s'impose. Qu'y a-t-il de vrai dans ce monde? Qu'y a-t-il de vrai au-delà de l'opinion personnelle, au-delà même de la pensée personnelle? Que signifie savoir? Dès l'école primaire, on a coutume de nous dire que le savoir est l'accumulation d'informations dans le mental, dans notre ordinateur, dirons-nous. Mais peut-on vraiment parler de savoir lorsque l'expérience n'est pas prise en compte? Une encyclopédie en 20 volumes peut-elle expliquer le goût d'une pomme de terre? Une étude scientifique peut-elle me parler des propriétés de la soif si celui qui l'a rédigée ne l'a jamais éprouvée? Peut-on réellement savoir ce qu'est la douleur de l'abandon ou l'angoisse de la désolation sans en avoir souffert? Comment un psychiatre pourrait-il connaître le problème de l'orgueil chez l'être humain s'il n'a jamais identifié le sien? Tout cela a beaucoup d'incidence sur le sujet qui nous intéresse ici. Le savoir, s'il n'est pas assorti de l'expérience, non seulement est pauvre, mais il est nuisible, voire mortellement nuisible. Alors, allons voir les expériences vécues par des patients de la clinique Santo Domingo au Nicaragua. J'ai vécu une situation très conflictuelle au collège. En a résulté un diabète. On m'a fait des examens et cela m'a fait peur. Je suis venu ici consulter le docteur Hilary et je lui en ai fait part. On va résoudre ça avec l'eau de mer, m'a-t-elle dit. Les patients diabétiques arrêtent leur traitement, y compris l'insuline. Elle m'a baissé de moitié la dose de médicaments et je me suis mise à prendre de l'eau de mer. 1 an plus tard, elle m'a enlevé tous les médicaments, ne me laissant que de l'eau de mer. Jamais plus mes analyses n'ont indiqué un taux de glucose élevé. Si en plus, grâce à la nouvelle médecine germanique, ils résolvent un conflit de résistance à une situation, à une personne, ils arrivent parfaitement à guérir sans médicaments et l'eau de mer les aide à bien se porter. On m'a fait les analyses il y a 1 semaine. J'étais à 0,85. Je vais bien, je suis pleine de joie et d'énergie. L'eau de mer est une bénédiction. On peut administrer l'eau de mer de toutes les manières. Pour l'alopécie, c'est-à-dire la calvitie, on en boit et on se l'applique. Il est démontré depuis l'époque de Quinton que les cheveux repoussent. On peut l'appliquer dans les yeux et en guise de collyre. Elle a fait ses preuves pour les glaucomes, pression oculaire accrue, pour les conjonctivites allergiques ou bactériennes, dans différents cas. À ce stade de notre enquête, il est des points que nous ne pouvons pas manquer d'aborder.
salinité de l'eau de mer. Une chose est le comportement du chlorure de sodium sol, autrement dit le sel de cuisine. Le comportement de l'ensemble de sels qui constituent l'eau de mer en est une autre. Lorsque ces sels sont raffinés, on élimine l'ensemble des sels qui contribuent à l'équilibre du comportement général de l'eau de mer. Ingérer du chlorure de sodium sol, c'est prendre une substance déséquilibrée et non la substance organique dont notre organisme a besoin. La présence des sels minoritaires dans l'eau de mer fait que son comportement général est différent. Car il y a une interaction entre différents minéraux, différents cations. Dans le binôme sodium-potassium, l'élimination du potassium entraîne, dans notre organisme, un déséquilibre de la bombe sodium-potassium. Or, c'est elle qui régule le transit des liquides entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Un déséquilibre à ce niveau entraîne une lente détérioration de l'organisme. En prenant de l'eau de mer, qui est en adéquation avec notre organisme, le processus de régénération est parfait. Il faut avoir à l'esprit qu'il nous faut prendre un ensemble de sels, et que cet ensemble de sels doit présenter la même composition que notre liquide interne, que notre sang, de façon à absorber un liquide dont nous sommes constitués. Le sel commun raffiné, privé de tous ses minéraux et nutriments, est nocif en cas de pathologie cardiaque, d'hypertension, d'insuffisance rénale. Mais l'eau de mer, dont la composition est si complète, la plus minérale de toutes les eaux, permet d'améliorer le fonctionnement des organes. Nous avons constaté son effet diurétique, si bien que je l'ai prescrite à des patients avec insuffisance rénale. Quand on a amené mon père à l'hôpital, l'équipe de médecins de l'hôpital en question, spécialistes, néphrologues, s'est réunie. Et on lui a annoncé qu'il n'avait plus que 8 heures à vivre, qu'il devait être conscient qu'il n'avait pas de temps à perdre. Les médicaments qui accompagnent l'insuffisance rénale chronique, antihypertenseurs, diurétiques et autres médicaments devenus inutiles peuvent être arrêtés et la tension artérielle se stabilise parfaitement bien. Avec la prise d'eau de mer et les médicaments naturels que la doctoresse lui a prescrits, il a survécu, il s'en est sorti. Sa créatinine est normale, comme celle de quelqu'un qui n'aurait jamais fait de dialyse. Et la plupart d'entre eux ne font jamais plus de dialyse. Ils prenaient presque 100 unités d'insuline par jour et maintenant plus rien. Les patients ne démarrent ni hémodialyse, processus qui engage à vie, ni dialyse péritonéale et n'ont plus besoin de greffe du rein. Notre organisme présente les mêmes proportions de composants que l'eau de mer. C'est la preuve qu'en tant que forme de vie, nous provenons de la mer. Ce n'est pas la mer qui s'est adaptée à nous, c'est nous qui, depuis l'origine, sommes adaptés à la mer. Contamination de la mer. L'eau de mer ne peut pas être contaminée car les sels produisent un effet d'osmose. Tous les microbes d'origine accidentelle terrestre, provenant d'égouts, de rivières, de fécalisme à l'air libre, tous ces microbes ont une composition semblable à la nôtre. Pour ce qui est des liquides et des sels, l'eau de mer est beaucoup plus hypertonique. C'est pourquoi les bactéries ne peuvent survivre dans ce milieu hyperosmotique. Quand ces microbes, dont la concentration est aussi de 9 grammes par litre, atteignent la mer, dont la composition hypo-orosmolaire est de 36 grammes par litre en moyenne, par effet d'osmose, ils perdent du liquide par leur membrane semi-perméable jusqu'à ce qu'ils se déshydratent et meurent. La contamination de la mer n'est donc pas possible.
Exemple concret dans la baie de Biscayne, Floride, un conduit d'égout a cédé. Tout Miami était en état d'alarme. Ils ont fait des prélèvements à l'endroit où le conduit avait cédé et où l'eau était noirâtre, ainsi que dans des zones plus éloignées. On a constaté qu'au niveau de la fuite, on avait des marqueurs de contamination très importants en Escherichia coli, mais que dans les échantillons prélevés 200 à 300 mètres plus loin, il n'y en avait pas. Ils ont colmaté la fuite et réparé l'avarie. Et le jour suivant, le lendemain, il n'y avait plus d'Escherichia coli, ils avaient disparu. La contamination n'est pas le problème de l'eau de mer. Ici, nous l'avons démontré. L'eau qui arrive en camion-citerne, nous en prélevons un échantillon qui est analysé au ministère de la Santé. Là, ils font plusieurs recherches bactériologiques pour s'assurer de l'absence de l'Escherichia coli, de Salmonella typhi, de Vibrio cholerae pendant les épidémies de choléra, et jamais un de ces microbes n'a été détecté dans l'eau de mer. Nous affichons les résultats d'analyse du ministère de la Santé pour que les gens soient rassurés qu'ils ne boivent pas une eau contaminée, qu'il n'est pas nécessaire de filtrer l'eau de mer pour la boire, de la mettre en bouteille pour la vendre à des prix parfois exorbitants. Quand un pétrolier cède, les nappes de pétrole sont absorbées par biocénose. La mer contient des bactéries et des virus qui lui sont propres. Chaque litre d'eau de mer contient 9 millions de bactéries qui font partie de la biomasse marine. Le professeur William Fenicol, de l'université de la Jolla, San Diego, en Californie, a démontré in vitro que ces bactéries propres à la mer ont des effets antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires. Et actuellement, il travaille sur leur effet anti-cancer. Parmi ces bactéries propres à la mer, il en est qui mangent les déchets organiques. Elle les phagocyte par l'action de la biocénose. Cela expliquerait pourquoi, quand un pétrolier laisse échapper de gros volumes de pétrole, quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils ont disparu. C'est dû à l'effet de ces bactéries. Les métaux lourds, nous dit le docteur Héctor Bustos, se déposent au fond de par leur poids. Aussi, l'eau que nous captons à très faible profondeur, de sorte qu'elle contienne phyto et zooplancton qui ont un pouvoir nutritif, est exempte de métaux lourds. Cela ne veut pas dire qu'il faut abuser de la capacité de régénération de la mer en la contaminant, en la polluant, en y jetant du plastique, etc. La conscience écologique est nécessaire pour préserver notre planète. Étrangement, Quinton avait prédit que ses études et ses résultats connaîtraient une longue période d'oubli et seraient redécouverts plus tard. Tout laisse penser que l'heure de cette résurgence est venue. Renouveau timide dans certains pays, moins timide en Espagne et en Colombie, mais c'est d'un coin du monde auquel jamais Quinton n'aurait songé que l'usage thérapeutique de l'eau de mer a pleinement ressurgi. Le Nicaragua, véritable laboratoire pour le reste du monde qui peut observer ses découvertes et ses résultats. Je suis le plus sceptique des sceptiques. C'est une maladie
où la grossesse est contre-indiquée. Me portant bien, je ne comprends pas pourquoi à chaque grossesse, je perdais mon bébé. Au bout de 4 mois de prise d'eau de mer, je me suis mise à l'eau de mer, les saignements ont cessé et j'ai eu une grossesse formidable. Je me suis dilatée au 9e mois, j'ai eu un accouchement normal. Ma tension n'a jamais augmenté. Mes problèmes de côlon ont totalement disparu. La petite n'a jamais fait ni grippe, ni diarrhée. En 9 mois, je n'ai jamais eu à l'amener chez le médecin. Mon bras gauche s'engourdissait, je pensais que j'avais un début de diabète, mais ça a totalement disparu. Après l'opération, le spécialiste m'a dit que pour éviter l'évolution, il fallait amputer. Moi, je ne voulais pas qu'on me coupe la jambe. On l'a amené ici car ses orteils s'infectaient, ils étaient nécrosés. Le petit orteil était tout noir, il l'a perdu. Là, c'est juste enflé, mais c'était tout noir, c'était gangréné. Je n'avais jamais vu une gangrène guérir. On m'a dit que cette doctoresse traitait aussi le diabète, alors je suis allé la consulter. Le traitement consiste à me laver avec l'eau de mer et à en boire. L'évolution est lente, mais pour moi, je suis guéri. 6 mois que je suis en traitement, mais ça marche. Et maintenant, il peut marcher. Un vrai miracle, cette jambe, miracle de Dieu et de l'eau de mer. Moi aussi, je vais prendre des photos pour observer l'évolution. 2 février 2016, 24 février 2016, 28 mars 2016, 11 août 2016, 8 septembre 2016. Après avoir vu tant de cas, aussi parlant les uns que les autres, on se demande comment l'humanité a pu, pour ainsi dire, complètement oublier René Quinton et toute la connaissance relative à sa thérapie marine. Ou peut-être n'est-ce pas si étrange? Hormis les intérêts particuliers, d'où vient ce besoin de s'accrocher à une croyance et de mettre à bas ce qui ne cadre pas avec notre vision? Nous pouvons l'observer à l'extérieur, dans le monde public, et en être outrés. Mais n'en est-il pas de même chez chacun d'entre nous quand nous débattons de religion, de politique ou d'autres choses encore? Dans notre quotidien ou dans l'histoire de l'humanité, combien de gens n'a-t-on pas condamné à cause de cette attitude qui est la nôtre? Il y a ceux qui disent « D'accord, montre-moi ce que tu es en train de faire, je vais voir ce que tu fais, et en fonction de cela, je me ferai une idée. » C'est un schéma difficile à mettre en place pour les gens. Accepter qu'un nouveau nous remplace alors qu'on est bien installé dans nos habitudes, sortir de ce confort, c'est dur. De tout temps, je me suis méfié de l'histoire officielle, dans tous les domaines, que ce soit médical. Si c'est officiel, je n'y crois pas, à cause de tous les intérêts qui sont en jeu dans notre monde. Durant les découvertes de Quinton, on commençait à développer les vaccins. Pasteur découvrait les microbes et leur usage dans les vaccins. Et parallèlement à cela, on commençait à lancer les antibiotiques. Comme cela rapportait beaucoup d'argent, on achetait un voile sur les découvertes de Quinton pour promouvoir l'usage des antibiotiques, générateurs d'argent. On est donc entré dans l'ère des antibiotiques.
Devoir braver toute une tradition, de grandes entreprises, de grands groupes qui s'opposent à cela, n'a rien de surprenant. Il faut s'y attendre. Les entreprises pharmaceutiques financent toujours des recherches pour démontrer tout le contraire, pour nous induire en erreur, pour dire ce médicament, c'est ce qu'il y a de mieux. Recherche qu'elle dirige et finance afin d'obtenir les résultats attendus. La santé ne peut être traitée comme une marchandise. Ce n'est pas un négoce, c'est un bien de l'humanité. La santé, c'est l'humain. Et l'humain, on ne peut en faire un commerce. Il est dit dans le Tao Te Ching de Lao Tzu que le chemin de toute chose a derrière lui l'ombre et devant lui la lumière. Le pouvoir de l'eau de mer, la source de vie que constitue toute cette biomasse, ne s'applique pas seulement aux pratiques liées à son ingestion. Il est un vaste domaine que nous ne sommes pas parvenus à aborder, une chose importante qui, de plus en plus, fait l'objet d'études et d'expériences à travers le monde. L'eau de mer est parfaitement adaptée à un certain type d'agriculteur. C'est l'avenir, tant pour la médecine que pour l'agriculture. C'est incontournable. Avec toutes les nouveautés que nous amène cette résurgence, c'est en quelque sorte un grand cercle qui se referme. Un cercle qui démarre quand cette mer donne naissance à la vie pour retrouver aujourd'hui sa connexion vitale avec nous. Nous devons cela à René Quinton, cet homme oublié dont le décès fut un événement de premier ordre, un événement national, en France et en Europe. Nous sommes en 1925, c'est le Premier ministre en personne qui fait l'éloge funèbre, et une foule immense, où se mêlent scientifiques, politiques et gens du peuple, assistent à ses obsèques. Parmi ces personnes, beaucoup de ces mamans qui jamais ne l'oublieraient, comme le décrit le médecin Jean Jaricot, qui fut son disciple, un des rares qui jamais ne renonça à pratiquer la thérapie marine. Rien ne pourra effacer de notre mémoire la vision de ces mères qui arrivaient désespérées avec leurs enfants moribonds, dit-il. Quinton, quant à lui, demeurait réservé, silencieux et immobile, un léger tremblement aux lèvres. Empli de compassion envers elles, il mobilisait toute son intelligence pour les aider et soigner leurs rejetons. Cinq ans après sa mort, on lui érigea une statue. Cette statue de bronze, qui doit sa valeur à ce qu'elle représente, et non à sa matière, est fondue sous l'occupation nazie, probablement pour en faire des armes. Ainsi Quinton disparaît de la vue de tous. Mais comme nous l'avons déjà dit, Quinton lui-même avait présagé la résurgence de ces découvertes dans un futur lointain. Beaucoup de médecins de prix Nobel ont lutté jusqu'à leur mort, ne sachant pas que postérieurement, on leur donnerait raison. La tradition, je n'y souscris pas. Il lui est difficile d'accepter un changement de paradigme médical. Nous vivons dans un monde où nous sommes programmés pour agir comme des robots. Les gens ne pensent pas par eux-mêmes car les médias et la télévision ont modelé leurs pensées. Alors les gens ne sortent pas du paradigme. Ils suivent, tels les chevaux à qui on a placé des œillères pour ne pas dévier du droit chemin. C'est le rôle de tous les gouvernements.
C'est pourquoi je pense que nous sommes vecteurs de changement en permettant aux gens d'appréhender les choses autrement, pour avoir une vie meilleure, car c'est le souhait de tous. Je serais ravi que des gens comme moi, qui n'ont jamais été vraiment malades, qui ne sont ni médecins ni thérapeutes, car cela n'est pas nécessaire, manifestent juste assez d'intérêt pour assister à un cours, ne serait-ce que pour écouter. Non seulement nous avons la pratique, les études scientifiques, mais ici au Nicaragua, nous avons la chance d'avoir de nombreux espaces où les praticiens de médecine allopathique ou naturelle peuvent prescrire de l'eau de mer à des patients qui présentent certaines carences ou pathologies. Et leurs résultats sont extrêmement satisfaisants. L'université est tenue de promouvoir, d'étudier la chose plus en profondeur et de la divulguer. Être sans cesse en train d'apprendre, c'est un programme qui intéresse les gouvernements car il permet de réduire de façon significative la consommation de médicaments. Les gens guérissent plus vite, donc moins d'absentéisme au travail, meilleur rendement, car l'énergie est accrue. Chez les personnes du troisième âge, moins de médicaments et plus d'énergie. Leur qualité de vie et leur confort sont nettement meilleurs. Autre élément en faveur de l'eau de mer, c'est un traitement qui nous permet de ne plus se préoccuper du traitement et du spécialiste. Sans compter la prise en compte des coûts. Chaque examen, c'est 100 000 pesos, plus le traitement. Comparé au coût de l'eau de mer, il n'y a pas photo. Allez-y, écoutez. Écoutez, c'est tout. À quel instant de notre vie se présente ce moment idoine qui nous permet d'écouter? Dans une situation extrême, un tremblement de terre, un naufrage, quand l'imminence de la mort balaye le superflu et que la vérité propre à chacun émerge d'elle-même? Sans doute cette rencontre vitale est-elle précieuse, elle aussi, et pour autant à portée de main. Comme la mer, n'est-ce pas? Nous sommes sans cesse en quête de trésors perdus en mer. Mais la mer elle-même ne serait-elle pas un trésor à la vue de tous?